Nous sommes sur la page Facebook de condolégal.com. Nous sommes en direct. Bonsoir. La 10e web radio de condolégal.com porte sur un sujet d'intérêt. Je crois que bien des gens vont se reconnaître dans l'unité de référence. Est-ce que votre unité de référence sera prête d'ici le 13 juin 2020? Il le faudra, sinon, sans vouloir faire peur à quiconque, les problèmes risquent d'être énormes pour un syndicat de copropriétaires qui subirait un sinistre. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, nous vous rappelons que sur condolégal.com, vous pouvez aller voir les émissions précédentes en cliquant, je le refais ici, sur la page d'accueil condolégal.com, vous cliquez sur la bannière « Le coronavirus en copropriété » et ça vous amène aux émissions précédentes que vous pouvez revoir, comme celle-ci par exemple du 27 mai, en cliquant tout simplement ici. Vous pouvez également aller voir les bulletins produits par condolégal.com, ce sont des bulletins de grande qualité. Vous allez dans l'onglet « Ressources, publications », toujours sur la page d'accueil, et vous arrivez directement sur les bulletins. Alors, ces bulletins parlent d'une foule de choses qui ont trait au coronavirus. Dans le premier, je me souviens notamment qu'on parlait des assemblées générales de copropriétaires, comment on va les tenir. Et depuis le temps, il y a eu des arrêtés ministériels, dont un qui permettait le 26 avril de tenir des assemblées de copropriétaires virtuelles. Et je précise également que dans l'onglet « Assurance », toutes les fiches pratiques, toujours sur la page d'accueil, vous voyez, vous allez dans l'onglet « Assurance », vous cliquez sur « Fiches pratiques ». Toutes les fiches pratiques ont été mises à jour, des fiches pratiques de grande qualité, faites avec rigueur, qui vous donnent l'heure juste sur ce qu'est l'assurance d'un syndicat de copropriétaires ou en bref, de l'assurance de la copropriété en général. Donc, avant de vous présenter mes trois invités, petit laïus important, l'unité de référence, aussi appelée description de la partie privative, doit être complétée d'ici le 13 juin 2020. Il ne reste plus grand temps. Là, il y a probablement des syndicats de copropriétaires qui sont inquiets, mais nous sommes ici pour vous rassurer, pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Vous avez encore le temps. C'est le 2 juin. Et comme dirait l'autre, c'est minuit moins 5, mais il y a encore des choses qu'on peut faire. Donc, cette mesure de l'unité de référence émane de l'adoption du projet de loi 141, adopté en juin 2018. Alors, ce projet de loi 141 adopté a changé passablement les choses dans le domaine de l'assurance en copropriété. Tous les syndicats de copropriétaires devront donc l'avoir mise, cette unité de référence, à la disposition de leurs copropriétaires le 13 juin 2020 ou plus tard, afin que ces derniers puissent comparer l'appartement d'origine construit par le promoteur et les améliorations qu'ils auraient pu apporter à leur partie privative. Là, les améliorations, ça peut être par exemple une armoire de cuisine d'origine en mélamine qu'on a remplacée par une armoire d'une signature plus haut de gamme. Ça peut être aussi un tapis remplacé par un revêtement de soldure, un plancher en bois franc en chêne, et j'en passe. On parle, donc, un récent sondage mené par le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, et c'est là que vous allez vous reconnaître, mesdames, messieurs, mais comme je vous dis, il y a encore des choses à faire, on peut le faire. Il y a près de 500 répondants dans ce sondage qui ont participé, et ce que ça révèle, notamment ce sondage, c'est qu'environ le tiers des répondants ont dit ne pas avoir commencé à produire cette unité de référence. Pour aider les syndicats à l'adopter d'ici l'échéance, un arrêté ministériel daté du 5 mai 2020 permet à un conseil d'administration de le faire en attendant que l'Assemblée des copropriétaires puisse la voter ultérieurement. Mais les syndicats qui n'auront pas produit cette unité avant l'échéance pourraient être dans le pétrin, advenant qu'un sinistre survienne dans leur immeuble. L'assureur d'un copropriétaire sinistré n'indemniserait pas son client et renverrait le client donc à l'assureur du syndicat. Et là, c'est le syndicat qui se retrouve avec le problème. Et là, on parle de situation potentiellement de sous-assurance. Et là, ça se corse, mesdames, messieurs. Donc, pour en discuter, je suis avec mes trois invités. Maître Yves Jolicoeur, avocat en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir. Daniel McPherson, gestionnaire de copropriété qui en a vu des dizaines d'unités de référence ces dernières semaines. Et Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages chez Gaudreau et Associés. Bonjour Vincent, bonjour Daniel. Bonsoir. Donc, la première question s'adresse à Maître Jolicoeur. Maître Jolicoeur, je pense qu'il est bon de rappeler à nos auditeurs
le pourquoi de la chose, l'ABC de la chose, l'ABCDR, disons, dans un premier temps, M. Delca, pourquoi on a voulu créer une unité de référence? Pourquoi la loi impose maintenant la création d'une unité de référence? Dans un premier temps, je pense qu'il faut se rappeler l'origine de nos dispositions en matière d'assurance courtier. On parle de la réforme du Code civil de 1994, où on a décidé que l'assurance serait sur une base plus collective qu'individuelle. On a créé une obligation pour le syndicat de courtiers qui était nouvellement constitué à l'époque en 1994 d'assurer l'entièreté du bâtiment. On parle autant des parties communes que des parties privatives, même si le syndicat, comme vous le savez, ce solide n'est pas propriétaire d'un actif immobilier. Donc, on crée une obligation, une assurance qui, somme toute, se veut une assurance de première ligne, avec la capacité, évidemment, pour les copropriétaires de souscrire une assurance complémentaire à celle du syndicat. Donc, en principe, le syndicat assure la totalité de l'immeuble, partie privative, partie commune, sauf les améliorations. Et tout ça se justifie pourquoi? Parce que les copropriétaires payent à même leurs charges communes la prime d'assurance. Donc, si le voisin de l'unité d'un copropriétaire a décidé d'avoir des goûts luxueux, de rajouter, dans le fond, des matériaux nobles dans son logement, c'était, dans le fond, illégitime que l'ensemble des copropriétaires aient à payer pour les améliorations. Donc, on met la table. 94, c'est dans le fond ce principe-là qui était établi. Alors, évidemment, il y a des copropriétaires qui ont quand même assuré leur condo pour la pleine valeur, qui ont fait finalement une assurance en double. Alors, et suite à 94, il y a eu des dysfonctionnements suite à certains sinistres, c'est-à-dire qu'il y a des copropriétaires qui ont dû contribuer à la réhabilitation de leur appartement, même si ça n'était pas responsable. Alors, je m'explique, c'est qu'à travers les années, les franchises d'assurance, puis M. Gaudreau pourra en témoigner, ont commencé à s'accroître dans les côtés. On parlait souvent de franchises d'assurance de 2000, 2500 $. On a commencé à connaître des franchises de 2000, de 25 000, 50 000, 100 000, etc. Alors, des franchises tellement importantes que lorsqu'un sinistre était occasionné par un copropriétaire dans l'immeuble et qui impactait son voisin, par exemple, du bas, le copropriétaire du bas, évidemment, interpellait ses administrateurs en disant, écoutez, il s'est passé un sinistre. Et les administrateurs du syndicat disaient, oui, mais compte tenu que le sinistre est moins que le montant de la franchise du syndicat, voyez en discuter avec vos assureurs. Et c'est là que les copropriétaires victimes du sinistre du voisin appelaient leur assureur et écopaient, même s'ils n'en étaient pas du tout responsables, de payer la franchise d'assurance qui était propre à leur police d'assurance. C'est donc dire qu'un beau samedi matin, je reçois une tasse d'eau de mon voisin du haut, et si j'ai une franchise de 1 000 $ dans ma police d'assurance, ça me coûtait 1 000 $ pour un sinistre dont je n'étais pas du tout responsable. Alors évidemment, il y a eu un tollé de protestations, ça s'est multiplié, et le législateur a voulu, par le projet de loi 141, mettre fin à ce dysfonctionnement de l'industrie de l'assurance et en faisant en sorte qu'on ne pouvait pas revendiquer d'un copropriétaire non responsable de payer une indemnité, sauf ce qu'on appelle l'arrêt de la répartition, c'est-à-dire la portion qu'il doit payer dans la franchise d'assurance. Donc ça, c'est un peu la genèse, M. Sellier, de cette réforme législative qui est arrivée en juin 2018. Je vous rappelle, en juin 2018, c'est la fin du régime libéral. M. Laitao, ministre des Finances, dépose le projet de loi 141, qui est un projet de loi omnibus et qui est venu, somme toute, modifier les règles du droit des assurances dans le Code civil du Québec. Il y avait évidemment d'autres dispositions. Donc, on met un peu la table sur la question de la notion d'amélioration, de franchise. Et là, évidemment, tout ça rentre en vigueur en décembre 2018. Donc, décembre 2018, c'est une date charnière parce qu'en décembre 2018, le Québec, comme disait un gestionnaire que Daniel McPherson connaît très bien, David Menacé, c'est la deuxième crise. C'était peut-être finalement l'élément qui a un plus, cimenté les syndicats en disant, on se fait dire que depuis décembre 2018, si un copropriétaire n'est pas directement responsable d'un sinistre, son assureur ne paye plus. Alors, le fameux chauffe-eau qui a toujours été payé, les assureurs des copropriétaires disent, on ne paye plus ça. Si je n'ai pas une preuve directe
d'une faute de mon assuré, style je prends une hache, je commence à taper sur le chauffe-eau, on ne paye pas. Si le locataire laisse les portes ouvertes, on a eu un cas à l'île des Sœurs, ils ont laissé la porte patio en plein hiver ouverte, ah ben écoutez, c'est pas notre assuré qui en est responsable. Alors, évidemment, des sommes que normalement, pour lesquelles il y avait indemnisation de l'assureur du propriétaire, cessent d'être payées. Et là, ça commence à jouer dans la trésorerie des copropriétés qui doivent assumer tout seuls la franchise d'assurance qui était avant payée par l'assureur du copropriétaire. Et là, Majelka, vous touchez un nœud important là, de cette situation, c'est-à-dire quand vous parlez de l'article 1074.2 qui, avec l'adoption du projet de loi 141, a fait l'objet, comme vous le disiez, d'une mauvaise interprétation de la part des assureurs. Alors, on va en reparler, mais vous dites que la situation actuelle de l'unité de référence, on va en reparler plus tard, c'est un peu un 1074.2 version 2, là, Ouais. version 2.0 si on veut. On va en parler de ça. Mais juste avant, j'aimerais que pour les auditeurs qui nous écoutent, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez poser les questions que vous voulez en rapport avec l'unité de référence. Nos trois invités sont là pour y répondre avec grand plaisir, autant que faire se peut. Vous pouvez poser vos questions sur Facebook. Je suis là pour les lire, les voir et les relayer à nos invités. La deuxième question, bon, pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être à court d'idées ou en manque d'inspiration, ou comment on fait ça, une unité de référence? Qu'est-ce que ça doit comprendre, une unité de référence? Peut-être Daniel McPherson? Avec plaisir. Premièrement, dépendamment de l'âge du bâtiment, ça peut être facile d'obtenir du promoteur les documents qu'on appelle notes d'information. Alors, au moment où le promoteur vend les premières unités au premier acheteur, il y a un document qui est remis à l'acheteur et qui va noter tout ce qui est unité de base. Alors, tout ce qui est fourni avec le condo et s'il y a des ajouts qui sont choisis par le copropriétaire, ça devient une amélioration locative. Alors, la note d'information aide grandement pour commencer un début de travail pour le faire. Si on n'a pas accès à cette note d'information-là, souvent, on doit essayer de trouver un copropriétaire qui est un premier acheteur, qui est là depuis le tout début et qui pourrait peut-être avoir cette note d'information-là ou qui n'a pas fait de rénovation depuis qu'il est dans son unité et de se servir de cette unité-là ou de ces informations pour le faire. Donc, c'est de repérer l'unité qui n'a qui n'a bénéficié d'aucune amélioration de la partie privative. Et là, on va dans cette unité-là, on regarde. Mais il y a aussi, Daniel, je pense qu'il faut le dire, il faut avoir le souci du détail. L'unité de référence doit comprendre des éléments aussi détaillés qu'un interrupteur de lumière, une plainte électrique. Est-ce que j'ai raison? Je pense que oui. On s'est fait dire au début, quand on a commencé à travailler avec les unités de référence, qu'un évaluateur devrait passer dans chacune des unités pour aller en faire les descriptions. Et malheureusement, on s'est vite aperçu qu'il n'y avait pas les budgets pour faire ça dans bien des condos. Alors, à ce moment-là, on devait voir comment nous, on pouvait travailler avec les documents en main. Alors, je pense que oui, le plus d'informations qu'on est capable de mettre, c'est bon. Peut-être que rendu à l'interrupteur, ça ne sera pas une grosse astination avec l'assureur au moment d'un sinistre, mais c'est très important d'avoir les finis de plancher, les comptoirs, les armoires, les salles de bain, s'il y avait une unité d'air climatisé qui était compris, des trucs comme ça. Tous ces points-là sont importants. Le plus qu'on en a, évidemment, le plus précis que notre document sera. Juste d'essayer de trouver l'unité de référence, déjà, c'est compliqué. Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Donc, effectivement, mieux vaut en mettre plus que moins parce que ce que les gestionnaires de copropriété me disent, c'est qu'il faut vraiment détailler son unité et autant que faire se peut, au mieux de sa connaissance, finalement, n'est-ce pas? Exactement.
Alors, pour ceux que ça intéresse, je le dis parce que c'est important, vous pouvez, il y a un service d'accompagnement offert par condolégal.com par l'entremise du cabinet de juristes Terrien Couture Jolicoeur. Vous allez encore une fois sur la page d'accueil condolégal.com et vous cliquez sur la bannière rouge ici, cette publicité, qui vous amène vers le texte qui explique ce qu'offre le service d'accompagnement. Alors, on voit ici, on donne un résumé de ce qu'il faut savoir et on donne également, on énumère les services d'accompagnement proposés. Alors, diagnostic juridique, examen de la déclaration de copropriété du plan cadastral, parce que ce qui est important, c'est de distinguer les parties privatives des parties communes dans ce travail d'unité de référence. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas en oublier. Vous pouvez également, pour ceux qui le désirent, il y a un service d'accompagnement qui peut aller jusqu'à non seulement la convocation de l'Assemblée générale pour la faire voter par l'Assemblée des copropriétaires, parce qu'il faudra qu'elle soit éventuellement votée par l'Assemblée des copropriétaires, mais aussi, vous pouvez l'accompagner d'un juriste qui se rendrait à l'Assemblée pour guider le trafic, si je peux m'exprimer ainsi. Et si vous cliquez au bas du texte et des services à faire, vous avez la grille tarifaire. Donc, ça vous donne vraiment une idée de ce que ça coûte, de ce que ça inclut, de ce que tel ou tel service inclut et de ce que ça coûte. Et mettre le cœur sans vouloir faire une publicité partisane, je pense que les syndicats de copropriétaires qui n'ont aucune idée d'où ils s'en vont avec ça auraient intérêt à se faire accompagner, n'est-ce pas? Oui, bien, écoutez, c'est sûr que lorsqu'on a une gestionnaire chevronnée comme Mme McPherson, on est capable d'être bien guidé. Puis, mais il y a beaucoup de petits syndicats en autogestion qui ont peine à comprendre la mesure législative. Puis, il faut quand même se rappeler, et Mme McPherson le dit à juste titre, de retracer l'état défini d'origine. Et là-dessus, ce qui complexifie la chose, c'est que dans un premier temps, encore faut-il savoir ce qui est privatif et ce qui est commun. Je regardais cette semaine une bâtisse où la ligne de l'eau n'était pas très claire entre le commun et le privatif. Des fois, vous avez des bâtiments complets. Pensons notamment aux maisons de ville en copropriété où on parle d'un cadastre horizontal. Lorsqu'on nous demande de faire l'unité de référence, c'est tout le bâtiment qu'on doit décrire. Ce n'est pas juste les finis intérieurs des appartements, alors que lorsqu'on est dans une copropriété verticale, ben, l'enveloppe du bâtiment est commune puis les finis intérieurs sont privatifs. Alors, il faut commencer à faire ce diagnostic, puis jamais perdre de vue que c'est pas juste les parties privatives d'habitation qu'il faut décrire. C'est tout type de parties privatives. Ça va des stationnements jusqu'aux espaces de rangement. C'est ce que la loi nous oblige de faire. Donc, pour les gens qui sont moins familiers avec le volet juridique, qui ne sont pas accompagnés de gestionnaires professionnels, on a développé au niveau du cabinet un service d'accompagnement, puis je peux vous dire qu'on n'est pas seulement occupé de ce temps-ci, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on fait l'examen des plans cadastraux, on regarde la déclaration de copropriété, puis après ça, on les guide. C'est pas nous qui allons rentrer dans les appartements pour dire telle chose est d'origine ou pas. Un autre élément qui complexifie la tâche, c'est que, et c'est d'ailleurs dans un texte de doctrine que j'ai rédigé cette année, il faut voir les choix qui étaient offerts aux consommateurs, parce que les consommateurs, des fois, dans un bureau de vente, se font offrir 3 types de finis. Et ces 3 types de finis ne sont pas forcément des améliorations. Je peux avoir des armoires de cuisine en stratifié, en mélamine ou en je ne sais pas trop quoi, qui vont être des unités de base. Alors, je vais devoir décrire dans mon unité de référence le produit qui avait été offert. Si jamais le propriétaire dans le bureau de vente, l'acheteur en devenir, décide de donner ce que j'appellerais en anglais l'upgrade, c'est-à-dire, ben écoutez, madame, là, pour 1000 pièces de plus, on va vous mettre des armoires en chaîne tigrée. Ben, l'unité de référence, ce ne sera pas les armoires en chaîne tigrée, ça va être les 3 types de produits offerts à l'origine. Donc, lorsqu'on est dans une copropriété récente, puis Mme McPherson le dit à juste titre, la note d'information va généralement donner ce détail-là. Parfois, quand c'est bien fait. Quand c'est moins bien fait parce qu'on a un promoteur qui était moins sous souci des détails, ben là, il y a une démarche d'investigation qu'on doit faire. Puis lorsque la copropriété a 30 ans, ben là, ça commence à être plus compliqué.
parce que les copropriétaires de première génération, ils n'existent plus. Alors moi, j'ai dit à la blague que lorsqu'on est en recherche de voir l'unité de référence de base, puis là, écoutez, c'est un gag, là, on se comprend qu'on n'est pas ça. Oh. Cherchez le copropriétaire qui se promène avec une veste de laine dont le coude est troué et qui ne chauffe pas l'intérieur. Normalement, comme disent les Français, l'unité est dans son jus. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien, mais absolument rien fait. Et ça a servi dans certaines copropriétés. Ah ouais. On est allé dans ces unités-là, puis effectivement, l'armoire de mélamine qui était blanche à l'origine, qui est rendue jaunâtre, est exactement celle qui était là à l'origine. Alors, parfois, ça s'apparente à des travaux dits archéologiques pour retracer tout ça. Mais, puis peut-être M. Gaudreau pourra s'exprimer, j'aimerais ça qu'il en parle de ça, mais il faut juste comprendre que le jour où il y a un sinistre, puis qu'un appartement, disons, est incendié, l'expert en sinistre qui va venir, la première question qui va se poser, l'expert en sinistre de l'assureur du syndicat, quel était l'état d'origine? Puis l'expert en sinistre, peut-être du copropriétaire, va dire la même question. Alors, si, avec rigueur, on a fait une unité de référence, il n'y aura pas de conflit entre les experts en sinistre. On va dire, ma foi du bon Dieu, le syndicat a fait son travail, c'est clair. Moi, comme assureur du copropriétaire, je vais payer pour le différentiel de coûts entre les armoires en chêne tigré et les armoires de mélamine. Puis toi, Bob, qui représente l'assureur du syndicat, tu vas me payer le coût de base. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la mesure législative a été établie. Puis dites-vous, chers auditeurs, que c'est pas une invention du gouvernement du Québec, c'est un régime qui a été répliqué à travers le Canada, voire même les États-Unis, parce qu'il y a eu trop de sinistres, il y a eu trop de cas où finalement, il y avait mésentente sur ce qu'était l'origine. On voulait définir clairement qui paie quoi entre l'assureur du syndicat et l'assureur des copropriétaires. Il y a des questions qui affluent. Vincent, je suis à vous tout de suite après. J'ai des questions à vous poser, ne vous en faites pas. Je voudrais qu'on puisse répondre à des questions posées par nos auditeurs. Bon, questions, si on peut y répondre rapidement, c'est des questions, je pense, qui commandent des réponses simples. Qu'en est-il des parties communes à usage restreint? Est-ce qu'elles sont comptabilisées dans le calcul ou pas? Bien, la réponse est simple, non. Parce que ce que la loi vous demande, c'est de décrire des parties privatives. Voilà. Puis encore faut-il savoir de distinguer une partie commune à usage restreint d'une partie privative tout court. On a parfois dans des immeubles des sections d'appartements, dont un balcon qui a été terminé, qui sont des parties communes à usage restreint. On n'est pas là pour les décrire. Ouais. Dites-vous une chose, là, c'est important. L'exercice que vous faites, il est fait pour tout l'avenir de la copropriété. On est en train de cristalliser une position. L'exercice que vous ferez là, cette année, là, on ne le refera pas l'année prochaine, ni dans 25 ans, à moins de le revoir parce qu'il y a eu des erreurs dans l'établissement. Faites-le avec rigueur, parce que c'est là-dessus que l'évaluateur agréé engagé par le syndicat pour déterminer une valeur de remplacement va déterminer son coût. Si vous ne le faites pas avec sérieux, il y aura forcément une erreur dans l'évaluation. Puis Mme McPherson a eu raison de dire, c'est pas un travail d'évaluateur. On ne vous demande pas de donner une valeur. On vous demande de faire un état des lieux de ce qui était à l'origine. Donc, il y en a une auditrice qui nous demande, qui nous dit que la copropriété a été construite en 1993. Des rénovations ont déjà été faites, mais nous avons d'autres rénovations à faire, dont foyer, plancher, cuisine et armoire. Autrement dit, l'unité de référence va être faite, mais ne tiendra peut-être pas compte des améliorations qui n'ont pas encore été apportées. Est-ce qu'il sera toujours temps de les mettre dans l'unité de référence ultérieurement? La réponse est surtout pas non. On essaie de voir, si on avait une machine à remonter dans le temps, là, on se souvient, quand on était jeune, on écoutait les émissions, on remontait dans le temps. C'est comme remonter dans le temps et de voir l'état défini lors de l'établissement de la copropriété, et non pas après. Achetez-vous une machine pour remonter dans le temps, c'est ça que vous avez besoin pour faire le descriptif de vos parties privatives. Vincent Gaudreau. Vincent, courtier en assurance de dommages, je rappelle, de chez Gaudreau Assurance. Rebonsoir Vincent. Bonsoir. Vincent, le syndicat de copropriétaires a produit son unité de référence. Il l'a voté en vertu d'un arrêté ministériel du 5 mai qui lui permettait
de voter cette unité de référence, de l'adopter en attendant de pouvoir tenir une assemblée de copropriétaires ultérieurement en personne ou même peut-être virtuellement. Mais ce qui est important, c'est que là, on peut agir vite, on peut l'adopter à temps. Les copropriétaires, parce que vous avez, j'imagine, Vincent, des clients qui sont syndicats, mais vous avez aussi des clients copropriétaires. Est-ce qu'il est, je pense que c'est important aussi de dire à quel point il est crucial que les copropriétaires appellent leur courtier en assurance de dommages pour leur dire, écoutez, voici, j'ai telle amélioration apportée à ma partie privative. Est-ce que je suis couvert adéquatement? La réponse est oui, j'imagine. Absolument, c'est sûr. Parce qu'en fait, quand votre syndicat va vous informer de qu'est-ce qui correspond à l'unité de référence, vous, à partir de ça, vous allez pouvoir avoir une idée de qu'est-ce que vous avez besoin. Si vous, par exemple, il y a eu énormément d'améliorations par rapport à l'unité de référence, ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que vous devez avoir comme montant d'assurance. Donc, vous, ça va vous donner aussi un bon coup de pouce pour établir votre propre montant d'assurance que vous avez besoin à un niveau personnel comme copropriétaire. Et qu'arrive-t-il, Vincent? Parce que c'est bien beau de faire l'unité de référence. Là, on est en période de coronavirus. On veut communiquer à tout le monde l'unité, puis il faut le faire. Il faut que les copropriétaires sachent ça fait quoi dans la vie, une unité. Parce que si on l'envoie par courriel, là, on dit on l'a envoyé, c'est beau, ils l'ont reçu. Mais attention, là, il faut que les copropriétaires confirment qu'ils l'ont reçu et qu'ils sachent à quoi ça sert. Là. Je veux dire, c'est bien beau parce que j'ai entendu des syndicats me dire on envoie ça aux copropriétaires, puis ils ne nous reviennent pas, puis ils ne savent même pas à quoi ça sert, l'unité de référence. Donc, c'est important pour un syndicat de s'assurer que tout le monde l'a reçu et que tout le monde sait ce qu'il doit faire par la suite, n'est-ce pas, Vincent? C'est sûr et certain. En fait, c'est d'utiliser l'ensemble des moyens de communication que vous avez, que ce soit le courriel, évidemment, le bon vieux téléphone, la poste, les lettres enregistrées peut-être, s'il faut aller jusque-là, aller avec les lettres enregistrées. Je pense que Mme McPherson pourra en témoigner. Ce n'est pas nécessairement toujours simple de contacter tous les copropriétaires, particulièrement quand on a une très grosse copropriété avec des propriétaires, par exemple, à l'étranger ou autre. Je pense que c'est de faire le maximum pour essayer de communiquer l'unité de référence aux copropriétaires. Daniel, comment vous avez fait justement, Daniel, pour communiquer à tous les copropriétaires et vous assurer que tout le monde était au courant? Dans un premier temps, l'unité de référence doit être approuvée par le conseil d'administration. Alors, on a une résolution du conseil d'administration qui est préparée à l'effet qu'il est accepté par le conseil d'administration et ce n'est plus les copropriétaires qui doivent l'approuver maintenant, on doit leur en faire part, il doit être déposé lors d'une assemblée, que ce soit la prochaine assemblée annuelle ou une assemblée quelconque. Et pour en aviser les copropriétaires, dans un premier temps, ils reçoivent une autre résolution qui est faite pour les copropriétaires et on les invite aussi à venir prendre connaissance du document au bureau. Alors, au bureau d'administration, on peut les aider pour le comprendre dans un premier temps. Il est envoyé aux gens par mode de courriel avec des accusés-réception et accusés de lecture. Dépendamment des modes qu'on utilise, on a certains programmes avec lesquels on est capable de savoir qu'il a été bien reçu. Il faut s'en assurer. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que le document ait été approuvé par le syndicat de copropriété avant toute chose. Voilà. Vincent, qu'arrive-t-il si au 13 juin 2020, un syndicat de copropriétaires n'a pas d'unité de référence et que le 13 juin 2020, à 1h, à minuit 1 seconde, un sinistre survient et affecte 3 unités. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être... En fait, ça peut aller de problématique à extrêmement problématique, pour ne pas dire vraiment un problème catastrophique, exactement. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'on ne le réitérera pas assez ce soir. Il faut absolument que les syndicats le fassent pour le 13 juin. C'est excessivement important pour la protection de leur patrimoine et du bâtiment. En fait, parce qu'évidemment, les assureurs ont une interprétation de 1073 qui dit que en fait, le syndicat doit assurer l'ensemble du bâtiment de base
sauf les améliorations apportées par un copropriétaire, lorsqu'elles peuvent être identifiées par rapport à la description de cette partie. Ça, c'est l'article 1073. Vous pouvez le voir sur le site de Condo Légal. Oui, justement, on va y aller. On va aller voir l'article 1073. C'est que 1073 prend pour acquis que le syndicat a fait son unité de référence. Donc, s'il n'a pas fait son unité de référence, le syndicat de copropriété doit assurer l'entièreté de l'immeuble, y compris les améliorations locatives. On simplifie un peu, là, mais pour que les gens comprennent. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir depuis le changement dans 1073, si le syndicat n'a pas fait cette description, il y a une réclamation, c'est le syndicat qui doit payer l'ensemble des dommages pour, évidemment, l'enveloppe du bâtiment et aussi toutes les améliorations qui sont faites par le copropriétaire. Ouais, évidemment, où ça peut être problématique. Oui, allez-y. Non, allez-y, Vincent, je vous laisse continuer. Donc, où ça peut être très, très problématique pour un syndicat de copropriété, c'est que quand l'évaluateur, disons, l'an passé ou il y a 2 ans, a fait l'évaluation du coût de reconstruction de l'immeuble, il n'a pas pris en considération que le syndicat devait, dans son assurance, refaire l'entièreté des améliorations de tous les copropriétaires. Donc, c'est possible que le syndicat soit dans une situation de sous-assurance. Donc, où le montant d'assurance sur la police ne sera pas adéquat pour rebâtir l'immeuble avec toutes les améliorations de tous les copropriétaires. Donc, et là, M. Jolicoeur, la suite des choses, ça pourrait être vraiment triste et triste à pleurer pour des administrateurs qui sont souvent bénévoles et qui n'ont pas toutes les connaissances toujours requises pour administrer la copropriété et qui ne savaient pas à quel point c'est important l'unité de référence. Et là, ils pourraient être interpellés personnellement parce que l'assurance des administrateurs, habituellement, ne couvre pas la sous-assurance. Exactement. En fait, dans les polices d'assurance en responsabilité civile des administrateurs, il y a une exclusion spécifique là, sur le défaut en souscription d'assurance. En d'autres mots, les administrateurs n'ont pas le bénéfice de la couverture d'assurance du syndicat pour assurer leur défense. Alors, si jamais il était poursuivi, c'est déjà arrivé, en passant, M. Sellier, dans le passé, il y a un administrateur qui a été poursuivi, voire même condamné pour avoir mal assuré l'immeuble. Ils n'auront pas cette protection. Et si jamais il y a une condamnation, la condamnation, ils vont devoir l'assumer de leur propre denier. C'est problématique pour des gens qui sont bénévoles. Et là-dessus, évidemment, certains vont dire, écoutez, j'ai presque le regret là, d'avoir été nommé administrateur. Mais non, il faut voir le regret. Il faut tout simplement essayer de comprendre le cadre législatif. Quand vous êtes administrateur, vous gérez le bien d'autrui, pas juste votre condo, le condo de tous vos voisins. Et vous devez avoir le degré de connaissance. Et c'est la raison pour laquelle, sur Condo Légal, on donne cette information-là, puis c'est vraiment donné. Hein, il n'y a pas d'engagement financier dessus. C'est pour les sensibiliser. Maintenant, ce que je trouve un peu triste, c'est qu'on est dans un monde où on a une industrie qui est représentée par le Bureau d'assurance du Canada, qui ont un savoir de qualité, mais que la communication ne se fasse pas de façon suffisante. Le regroupement des gestionnaires, dont je suis un des membres fondateurs, on fait beaucoup de vulgarisation. Laurent Emery, notre directeur général, ne cesse que de faire la vulgarisation sur ce sujet, mais on sait très bien qu'une partie significative du monde de la communauté ne sera pas prête au 13 juin prochain. Puis il va y avoir des conséquences. C'est quoi les conséquences? C'est que s'il y a un sinistre, M. Gaudreau l'a bien signalé, l'assureur du syndicat, lui, va dire, vous n'avez pas déclaré la juste valeur du bâtiment parce que vous n'avez pas fait les unités de référence, vous n'avez pas pris en compte la valeur des améliorations, donc je vais vous indemniser que partiellement si ce n'est pas une perte totale du bâtiment. C'est plus que problématique parce que l'intention du législateur, c'est qu'il y ait une assurance suffisante pour protéger autant la collectivité que les propriétaires individuellement. Donc, il faut faire l'exercice et je pense que les assureurs se doivent aussi, en termes d'engagement social, je ne parle pas en termes juridiques, de communiquer. Je pense qu'il y a un défaut de communication. Évidemment, il y en a qui vont dire, tout ça, juridiquement, c'est connu depuis juin 2018. Depuis juin 2018, on a dit aux syndicats qu'ils devront la faire. Puis évidemment, il y en a qui disent, on est 2 ans plus tard, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas fait? La réponse est simple. Être administrateur, c'est souvent un travail bénévole. C'est souvent quelqu'un qui dit, la main sur le cœur, je m'investis pour ma collectivité, mais c'est pas forcément quelqu'un de formé. Et c'est la raison pour laquelle il y a un devoir, je vous dirais, moral,
de tous les courtiers d'assurance, un peu comme M. Godreau le fait ce soir, de s'engager sur la communication, de communiquer avec leurs clients. Il y a un engagement également moral de la part des assureurs, non pas uniquement de communiquer entre eux, là, par l'entremise du bac, mais de communiquer auprès des syndicats. Il est minuit moins une. Ouais. Minuit moins une. Le 13 juin, là, on est le 2 juin. C'est dans 11 jours. Ouais. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y aura des conséquences pour ceux qui ne l'auront pas faites. Et c'est pas les conséquences qui sont bénignes là, présentement. Ouais. Mais Julien, on va aborder la question du 1074.2 version 2 bis, mais juste avant, j'aimerais rassurer les auditeurs en leur disant, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que il est minuit moins une, mais il est encore temps d'agir. Hein? Vincent ou Medjolker ou Daniel? En fait, il est toujours temps d'agir. Donc, évidemment, le plus tôt sera le mieux pour faire l'unité de référence, c'est clair. Mais par contre, je pense que tout le monde doit savoir que c'est une priorité pour une administration de syndicat de copropriété actuellement qui ne l'a pas fait. Ça doit être son dossier numéro 1 sur le dessus de la pile. Ça, c'est clair. Peut-être rajouter une autre conséquence, s'il en manquerait. Si, évidemment, le syndicat n'a pas fait l'unité de référence, ce qui va arriver aussi, c'est que s'il y a une réclamation, les assureurs de chacun des copropriétaires individuellement vont se laver les mains de toutes les améliorations locatives qui ont été faites dans chaque unité individuellement en disant « Ah, il n'y a pas d'unité de référence, c'est pas à moi de payer ça, c'est au syndicat de copropriété et à son assureur. » Donc, à ce moment-là, une partie du dommage qui aurait pu être assumé par les assureurs des copropriétaires individuellement va devoir soit être assumé par le syndicat par sa franchise ou être assumé par l'assureur du syndicat de copropriété. Puis on sait déjà, là, au niveau des syndicats de copropriété, ce n'est pas nécessairement facile de s'assurer présentement. Donc, ça ne va pas nécessairement améliorer les choses. Ça ne va pas aider les choses. Donc, l'assureur du syndicat, s'il n'a pas d'unité de référence, lui, il va couvrir l'unité de base. Hein? C'est ça? En fait, s'il n'y a pas d'unité de référence, l'entièreté. Il va couvrir tout. En fait, il va couvrir tout, à l'exception des biens personnels. Les améliorations. Il va couvrir l'unité de base. C'est ça qu'il va faire. Et toutes les améliorations. S'il n'y a pas d'unité de référence, le syndicat couvre toutes les améliorations. En fait, couvre tout ce qu'il y a dans l'immeuble, à l'exception des biens personnels des gens, c'est-à-dire les tables, les chaises, les vêtements, les ustensiles. Le restant, c'est l'assureur du syndicat qui ramasse toute la facture. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Donc, l'assureur du syndicat, l'assureur du copropriétaire va refuser d'indemniser son client pour les améliorations qui apportaient à sa partie privative en disant ben, réfère-toi à l'assureur du syndicat, c'est à lui de payer. C'est ça, hein? Bon. Oui. Là-dessus, M. Cellier, si vous me permettez, on a déjà eu une crise sur l'interprétation de 1074.2. Les assureurs des Côte-Lac s'en sont lavés les mains en disant mais écoutez, il n'y a pas de faute directe de mon assureur, je ne paye pas. Ben là, la deuxième vague, là, ce que j'appellerais un peu comme la pandémie du COVID-19, la deuxième étape qui nous attend, là, ben ça va être celle-là. On va avoir vraisemblablement un mot d'ordre chez les assureurs des copropriétaires en disant « Écoutez, syndicat, vous n'avez pas fait votre unité de référence. Nous, notre assuré, là, il ne pouvait pas savoir c'était quoi les améliorations, donc on ne paye plus pour les améliorations. » Et ça va être drôlement choquant en ce sens que les copropriétaires payent aujourd'hui une prime pour assurer pour leurs améliorations, alors qu'il n'y aura pas, dans le fond, d'indemnité. Alors, l'assureur du copropriétaire va recevoir la prime, mais ne déboursera pas au motif qu'il n'y a pas une unité de référence. Écoutez, c'est un peu catastrophique ce qui s'en vient. Puis ce soir, l'objectif d'avoir Daniel McPherson et Vincent Godreau, qui sont vraiment des experts en cette matière, c'est de les amener. Je suis certain que Mme McPherson, vous n'avez peut-être pas trop de problèmes dans vos immeubles à les convaincre, mais on sait que la copropriété au Québec, ce n'est pas les grands immeubles qui sont gérés par des gestionnaires, ce sont des petits immeubles. C'est des 6 logements, c'est des 2 logements. Les gens pensent que parce qu'on est en 2 logements, là, le régime d'assurance ne s'applique pas à nous. Mais ce n'est pas vrai. Ça s'applique à nous. Alors, on va vraisemblablement connaître des situations malheureuses, des conflits. On va empiler des réclamations en cours. Vous savez, le RGCQ, ça c'est important quand même de le signaler, on a demandé à l'État 2 choses. Alors, moi, j'en suis secrétaire général, je peux vous le dire ce soir, puis Vincent est sur le conseil d'administration, il le sait très bien. On a demandé le report du 13 juin. On a demandé au gouvernement, pouvez-vous reporter? On s'est fait dire non. On a demandé au gouvernement, écoutez, on est en pleine pandémie, là. Vous nous avez sorti le projet de loi 41
la veille de la fermeture de l'Assemblée nationale. C'était le dernier projet de loi voté, puis dans 41, on est venu dire que c'est l'Assemblée écoutaire qui votait, alors qu'on était en pleine pandémie. Alors, on expliquait au gouvernement, écoutez, là, demandez-nous pas de faire des assemblées copropriétaires, alors que le mot d'ordre, c'est la distanciation, puis pas de rassemblement. Alors, c'est pour ça que par arrêté ministériel, M. Sellier, la ministre, est venu dire, ça sera le conseil d'administration qui votera, et c'est certainement ce qui se passe dans vos comités, Mme McPherson, c'est le conseil qui va voter, mais tout ça devra être ratifié à la prochaine assemblée de copropriétaires, parce qu'il ne faut pas perdre de vue quand dans l'ordre du jour de la prochaine assemblée copropriétaire, impérativement, il devra y avoir un vote sur l'unité de référence. Justement, M. Jelka, il y a une question là-dessus. Je vais même me permettre d'y répondre. Si j'ai tort, vous me le direz. Si on fait une assemblée générale, j'imagine que ce sont des administrateurs qui parlent là. Si on fait une assemblée générale des copropriétaires avant le 13 juin et qu'on approuve à l'unanimité, en tout cas, selon le vote requis là, de l'unité de référence, on n'a pas besoin de la voter en tant que CA. On n'a pas besoin de la voter. Là. Si on l'avait voté par l'Assemblée des copropriétaires, c'est réglé. Hein? On se comprend? Bon. L'autre affaire, c'est une personne nous demande, notre copropriété a 6 maisons de ville. Est-ce qu'ils doivent faire la description de l'extérieur? Encore là, ça dépend. Est-ce que c'est une partie privative ou c'est une partie commune? Il faut le déterminer, ça. Et donc, c'est dans la déclaration qu'on peut le voir, n'est-ce pas, M. Medjelka? C'est lorsqu'on parle d'un diagnostic juridique, l'offre de service que le Terrien Couture Jelka, qui est mon cabinet, on a développé, c'est justement l'analyse de s'assurer qu'au point de vue du plan cadastral, on est bien dans une copropriété horizontale. Et si on est dans une copropriété horizontale, le descriptif de la partie privative, c'est la maison dans son entièreté. Ça parle de toiture, de fenêtre, etc. Alors, excusez-moi l'expression, là, c'est une job à faire. Ouais. Et si vous me permettez également, M. Sellier, il existe au Québec, pour nos auditeurs, c'est important de le dire, des copropriétés par phase. Le syndicat initial va devoir faire un état descriptif, un état des parties privatives, qui sont les lots pour lesquels il y a eu construction. Pas juste les 2 syndicats. Alors, ça aussi, lorsque vous êtes dans du phasage, ne pas perdre de vue que le syndicat initial va devoir déterminer son unité de référence. Puis là, on rentre dans la fine mécanique juridique et c'est là que l'assistance d'avocats spécialisés en copropriété, et tu sais, pas juste notre cabinet, il y en a d'autres. Je pense notamment à Yves Pépineau, là, qui est chez Legault-Joly, qui est un des grands professionnels du droit dans cette matière. Notre rôle, justement, c'est de faire ce diagnostic. Écoutez, là, des fois, on peut sauver de l'argent, mais des fois, ça ne vaut pas la peine de sauver de l'argent. Je pense que l'idée de faire un bon diagnostic juridique, là, dans certains cas, c'est utile, il faut le faire. M. Jelka, on arrive au 10.114.2, version 2, là. Tout à l'heure, on parlait d'une missive, d'un document du BAC. Juste pour que nos auditeurs comprennent bien, là, l'article 1074.2, adopté dans le projet de loi 141, est venu dire, a fait l'objet, vous disiez récemment, et même dans un éditorial du magazine Condo Liaison, a fait l'objet d'une mauvaise interprétation par plusieurs compagnies d'assurance, notamment au regard de l'expression « par sa faute », qui est plus restrictive qu'être tenu responsable. Autrement dit, lorsqu'un sinistre, vous expliquez toujours, lorsqu'un sinistre provenait de l'appartement d'un copropriétaire, l'article 10.114.2 faisait en sorte de transférer le fardeau de la preuve du copropriétaire concerné à son syndicat. Mais le législateur a corrigé le tir pour ramener cet article à l'esprit de la loi d'origine. Cela dit, depuis un document du BAC dont vous m'avez fait part dit que depuis le 1er mai 2020, le syndicat doit souscrire des assurances couvrant la totalité de l'immeuble, on parle d'unité de référence, là, à l'exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie, lorsqu'elles peuvent être identifiées par rapport à la description de cette partie. Là, on est dans l'article 273 du Code civil du Québec. Les assurances... Je vais vous arrêter là, parce qu'on est dans 2 concepts juridiques distincts. Je m'excuse de vous couper court. Il y a l'unité de référence. Je pense que Mme McPherson, M. Gaudreau en ont parlé, on en a tous parlé, mais également la question de la responsabilité civile. Alors, je reviens quand même, j'en avais parlé en entrée de jeu à l'émission. On est aujourd'hui
dans un régime où le syndicat de copropriété doit être le maître d'œuvre des travaux de réhabilitation suite à un sinistre. Ça, c'est relativement clair. Ce qui était moins clair, je me répète, c'est l'interprétation donnée à 1074.2. Rappelons un peu le régime de droit avant juin 2018. Il était reconnu en jurisprudence que lorsqu'un chauffe-eau, prenons le chauffe-eau, c'est le plus bel exemple à côté. On dirait qu'ils ont une horloge dans le chauffe-eau pour qu'il pète au bout d'un certain nombre d'années. Alors, quand vous aviez un chauffe-eau qui brisait, chez les experts en sinistre, il y avait une présomption de responsabilité du copropriétaire à l'égard de son chauffe-eau. La présomption était à l'égard du bien pour lequel vous aviez la garde. On avait établi dans le Code civil, dès 1994, la jurisprudence disait, tu as un chauffe-eau qui est présumé responsable des dommages conséquentiels à ton chauffe-eau. Par la suite, les déclarations de copropriété sont venues contractuellement l'établir. Quand est arrivée la réforme législative de 141, les assureurs ont pris comme position, si vous ne démontrez pas que mon assuré a commis une faute à l'égard de son chauffe-eau, je ne paye plus. Je vous prends l'exemple parce qu'il est assez simple. Donc, ils ont arrêté de payer ce qu'ils payaient avant. Ça, là-dessus, il y a eu toute une controverse. Et lors des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale sur le projet de loi 16, l'ex-ministre Lise Thériault est intervenue auprès de la ministre actuelle pour lui dire, écoutez, Madame la ministre, on a un problème. Des citoyens me rapportent que les assureurs ont arrêté de payer. Sachez que lorsque j'étais ministre responsable de l'habitation, mon collègue Laitao avait jamais eu l'intention de déresponsabiliser les copropriétaires à l'égard des sinistres générés à partir de leur unité. C'était pas notre intention. C'était littéralement pas notre intention. Et là, évidemment, c'est dans l'étude d'un projet de loi qui n'était pas en relation avec l'assurance, c'était le reste de la réforme législative sur la copropriété. Et la ministre Laforêt a dit, vous savez, moi, écoutez, j'étais présent, j'étais là à l'Assemblée nationale lorsque les travaux parlementaires ont lieu. La ministre Laforêt a dit, écoutez, faites-vous-en pas, Mme Thériault, on le sait, on est en train, présentement, de corriger le tir. On va ramener les pendules à l'heure. D'où le projet de loi 41, qui est venu ramener les pendules à l'heure et qui est de nature déclaratoire. Et à mes yeux, tout ce que les assureurs ont dit pendant des années, je ne paye pas depuis décembre 2018, ils devraient payer les dommages conséquentiels, exemple d'un chauffe-eau qui brise. Écoutez, les gens payent des primes d'assurance. Bon, évidemment, il va y avoir un débat, puis ce débat-là va devoir se faire devant les tribunaux. Et c'est de nature déclaratoire. Je sais que le Bureau d'assurance du Canada a une vision différente de la mienne là-dessus, mais j'invite, dans le fond, les administrateurs de syndicats à faire valoir devant les tribunaux leurs droits vis-à-vis ce type de réclamation. J'invite les syndicats à déposer à la division des petites créances, quand même, c'est compétent jusqu'à 15 000 $, les réclamations conséquentes, parce que ça n'a aucun bon sens que les syndicats payent pour le chauffe-eau de M. X qui a pété, excusez-moi l'expression, parce que lui a décidé qu'un chauffe-eau de 10 ans et plus, c'est pas grave. C'est réellement une invitation à l'irresponsabilité. Et c'était pas du tout l'intention de M. Laitao, qui était ministre responsable des Finances de l'époque, de déresponsabiliser les copropriétaires. Et ça, c'est important. Mme Thériault a été très claire, la ministre Laforêt a été très claire, le projet de loi 41, la CAQ en est le reflet. Encore faut-il que les assureurs prennent leurs responsabilités vis-à-vis de cette question. Là, M. Delcare, le Bureau d'assurance du Canada, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit récemment, parle de produire l'unité de référence au 1er mai 2020, alors que la loi dit 13 juin 2020. Qui a raison, qui a tort? Écoutez, ça, on est dans un autre chapitre, M. Sellian. On change de chapitre. Là, on nous dit, là, au Bureau d'assurance du Canada, même si l'obligation pour les administrateurs de la majorité copropriété, c'est de produire l'unité de référence au 13 juin, le Bureau d'assurance du Canada, l'interprétation que je respecte, c'est en passant, et dire, ça aurait dû être fait depuis le mois de mai. Écoutez,
C'est épuisant. C'est épuisant pour les administrateurs de copropriété. C'est épuisant pour les gestionnaires de copropriété. Dans toute cette sémantique juridique, de comprendre le sens. Écoutez, quand le législateur nous dit que vous avez jusqu'au 13 juin 2018, qu'on vienne pas me dire que c'est au mois de mai. Écoutez, les administrateurs de copropriété, là, ce sont généralement des bénévoles, c'est pas des avocats. On est rendu dans une science juridique qui n'en a aucun sens. Puis, il faut revenir à la règle du gros bon sens. Moi, la règle du gros bon sens, elle est simple. Je me sens entendre M. Gaudreau là-dessus. Je paye une prime. Je paye la juste prime. Je m'attends d'avoir la juste couverture d'assurance. Mais Vincent, excuse-moi, M. Delcan. Vincent, je pense que là, il y a deux visions, mais deux visions qui se, comment dirais-je, qui se défendent, là. Le Bureau d'assurance du Canada a sa propre version qui se défend. Ben, en fait, eux se basent sur 1073 qui a été changé puis qui est en vigueur, là, corrigez-moi, mais j'ai le cœur si je me trompe, depuis le 1er mai. En fait, eux se basent sur la nouvelle mouture de 1073 qui dit que le syndicat doit assurer la totalité de l'immeuble, sauf les améliorations qui sont identifiées par l'unité de référence. En fait, je pense qu'il y a peut-être eu une problématique d'arrimage au niveau du gouvernement entre la nouvelle mouture de 1073, l'unité de référence et la date limite pour les unités de référence. Je pense qu'il y a eu un certain arrimage peut-être qui était complexe. Je pense que Maître Jolicoeur l'a bien illustré, ce qui fait que c'est excessivement difficile pour les administrateurs de copropriété. Écoutez, des gens qui naviguent là-dedans tous les jours, il y a des rebondissements, on en apprend tous les jours, ça évolue, il y a beaucoup de changements là-dedans. Alors, j'imagine, monsieur, madame, tout le monde, les administrateurs de copropriété qui le font bénévolement, qui essaient de faire de leur mieux pour préserver leur bâtiment, c'est pas nécessairement évident à suivre. Je pense que le message à véhiculer ce soir, c'est de le faire le plus vite possible. Évidemment, de respecter la date limite du 13 juin. Évidemment, le plus tôt sera le mieux. Et si vous pouvez le faire, évidemment, dans les 11 jours qui restent, ça va être encore mieux, ça va être réglé avant. Mais je pense que c'est le message qui est important à véhiculer ce soir, c'est de le faire. Ça va être important. Puis, Maître Jolicoeur l'a souligné aussi tantôt, c'est un travail qui va rester après ça dans le syndicat de copropriété, qui va avoir une certaine pérennité. Ça va être fait, ça va être réglé. On va mettre ça soit électroniquement dans une boîte à quelque part. Ça va être fait. On va passer à d'autres choses. Puis ça va beaucoup aider lors du règlement de la réclamation. Parce qu'on revient au départ. Pourquoi faire l'unité de référence? C'est pour faciliter les choses lors d'une réclamation. Donc, si vous faites le travail, un jour, quand vous allez avoir un sinistre, vous allez vous féliciter d'avoir fait ce travail-là puis de bien l'avoir fait parce que justement, ça va vous permettre que ça va se régler plus vite, plus facilement puis équitablement pour tout le monde. Daniel McPherson, deux questions. La première, évidemment, en tant que gestionnaire de copropriété, vous avez toutes les unités de référence qui ont été produites dans toutes les copropriétés que vous gérez. Je rappelle que Daniel McPherson est gestionnaire de copropriété pour l'entreprise Gestia, dont vous êtes la fondatrice, si je ne m'abuse. Exact. Alors, il faut mettre cette unité de référence au registre de la copropriété et la rendre disponible aux copropriétaires qui veulent la consulter. Exact. C'est ce que vous avez fait. Tout à fait. Bon, mais Daniel, pourriez-vous me résumer, parce que c'est quand même un travail colossal, vous avez combien de portes? Vous gérez combien de portes? Tout près de 5 000. 5 000 portes. OK, 5 000 portes, c'est pas 50 portes, là, c'est 5 000 portes. On ajoute 2 zéros, là. Hein? 5 000 portes réparties dans combien d'immeubles? C'est environ une quarantaine d'immeubles. Bon, alors, quelle a été la principale difficulté là, pour coordonner tout ça? C'est quand même un méchant chantier. C'est un gros chantier, l'unité de référence, quand on gère 5 000 portes. Ouais. Évidemment, j'ai plusieurs gestionnaires qui travaillent chez Gestiar et chaque gestionnaire est responsable de ses immeubles, mais évidemment, on doit s'assurer que tout le travail est bien fait. Effectivement, c'est un travail qui est difficile parce qu'au début, on devait le présenter en assemblée. Alors, les premiers documents d'unité de référence qu'on a préparés avaient été faits dans le but de présenter le tout en assemblée et tout ça s'est fait un peu durant le confinement. Alors, on avait préparé des assemblées par procuration pour être capable d'obtenir le quorum, pour obtenir le 50 plus 1% des copropriétaires. En cours de route, ça l'a changé, comme l'a expliqué Maître Jolicoeur tantôt. On ne doit plus maintenant tenir une assemblée, mais c'est le syndicat qui doit approuver ce document-là et il doit être déposé lors d'une assemblée aux copropriétaires.
Alors ça l'a rendu notre tâche un peu plus facile quand ça s'est arrivé parce que là, c'était une approbation avec une résolution par les conseils d'administration et lors des assemblées annuelles que l'on ne peut pas tenir d'ailleurs en ce moment parce qu'il faut les faire encore par voie virtuelle, ce qui est très compliqué. Mais c'est de cette façon qu'on le présente aux copropriétaires, Daniel, mais il est disponible. Je m'interromps là-dessus, je m'excuse. J'ai une question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Lorsque les administrateurs vont soumettre l'unité de référence en assemblée de copropriétaires en personne, oui. Si à la première rencontre, il y a des objections et des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? J'ai posé cette question-là au début quand on a commencé parce que ce qui m'interpellait, c'était d'une part, la loi nous obligeait de préparer ce document et on devait le faire approuver. Mais un copropriétaire ne peut pas voter pour ou contre si c'est un document qui est demandé par la loi. Et on est obligé de faire ce document-là et c'est fait à partir de documents que le promoteur a préparés. Alors, personne ne peut être contre une unité de référence parce que c'est ce que le promoteur a fait à la base. Alors, il fallait essayer de le présenter aux copropriétaires en disant les administrateurs ont approuvé un document qui a été fait à partir des documents de référence, des documents de notes d'information du promoteur. On vous le dépose pour information, mais on n'a pas à voter parce que c'est une loi. Alors, c'était très ambigu à ce niveau-là. Oui, mais on se comprend que si les copropriétaires regardent, consultent l'unité et disent « Ouais, mais nous, on trouve qu'il y a tel truc qui ne va pas. » Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt demander aux propriétaires de le faire avant de tenir l'assemblée? Comme ça, une fois qu'on a convoqué l'assemblée, tout le monde s'entend, on vote, puis on passe à autre chose. C'est qu'on n'a plus besoin de faire une assemblée strictement pour cela. Alors, on le met dans un point de l'ordre du jour de l'assemblée annuelle. Le document leur est envoyé avant. S'il y a des questions, ils peuvent être déposés dans les 5 jours qui suivent la réception de l'avis de convocation. Et si on est capable, nous, entre-temps, d'appeler les copropriétaires qui ont des questions pour leur expliquer comment ça fonctionne, à ce moment-là, on est capable d'arriver à l'Assemblée et de faire passer le projet sans problème. Mais c'est difficile d'être contre quelque chose qui est régi par la loi. Oui, mais là-dessus, Daniel, si vous me permettez, ça c'est vrai parce que vous êtes une professionnelle de la gestion qui est reconnue, mais c'est pas tout le monde qui est ainsi. Imaginez là, qu'on est dans une copropriété et on décide de façon unilatérale de créer une unité de référence qui n'est pas conforme à la loi. Ben là, là, il y a un problème. Oui. Là, ça effectivement. C'est d'ailleurs l'intention du législateur, c'est qu'ultimement, parce qu'il y avait un flou dans 141 qui décidait sur le conseil d'administration ou les copropriétaires, ça me semblait évident que c'était les copropriétaires qui avaient le droit de regard là-dessus et non pas le conseil d'administration. On le fait actuellement parce qu'on est en pandémie, on est dans le COVID-19, puis parce que les réunions sont difficiles, même si, comme vous le savez, M. Cellier, on a développé sur le terrain des logiciels pour faire des assemblées virtuelles, mais dans la réalité, le débat, si on veut le faire, va se faire post-pandémie, lorsqu'on va pouvoir se rencontrer au-delà du caractère virtuel. Tout ça nous amène à cristalliser une situation qui est bonne pour l'avenir. Hein. C'est pas un geste qu'on fait pour 6 mois. Ça va marquer la copropriété, ça va établir les responsabilités de l'un et de l'autre chez les copropriétaires. Moi, je suis copropriétaire, vous m'avez donné une unité de référence qui a été faite de façon de qualité, hein, qui a été faite de façon très scientifique. Mais moi, je sais ce que je dois assurer. Moi, je vais devoir souscrire une assurance pour mes améliorations. Alors, c'est un exercice qui est, dans le fond, important pour l'avenir de la copropriété. C'est un exercice qu'on doit faire de façon consciencieuse. Lorsqu'on est des gestionnaires professionnels comme Mme McPherson, on est équipé, mais lorsqu'on n'en a pas, il faut se faire aider. C'est un peu ce qu'il faut. Il y a peut-être un point qui est important aussi qu'on s'est fait poser, puis je suis sûre que dans
Une petite, une moyenne ou une grande copropriété, la question va se poser. Un copropriétaire va dire, ben moi, je suis pas le premier acheteur, puis est-ce que mes améliorations locatives à moi, c'est juste qu'est-ce que moi j'ai fait ou c'est les anciens copropriétaires avant aussi? Ça, on s'est fait poser cette question-là très souvent. Il faut les ramener à l'unité de base. Et même si c'est pas eux qui ont changé le comptoir pour mettre du quartz alors que c'était de la mélamine, l'unité de référence, c'est de la mélamine, alors c'est ça l'unité de référence. Et d'ailleurs, l'un des problèmes, c'est que les copropriétaires de deuxième, troisième, quatrième génération ne savent pas ce que la première génération a fait. Exact, exact. C'est pour ça qu'il faut se référer, il faut que l'unité de référence soit précise là-dedans, parce que c'est ça le point de référence. Même si le troisième copropriétaire, lui, achète une unité qui est entièrement rénovée, pour lui, il n'y en a pas d'amélioration locative parce qu'il l'achète comme ça. Mais il y en a parce que l'unité de référence, c'était pas ça du tout, là. Exact. Vincent, justement, l'unité de référence, je pense qu'il est important. Est-ce que le syndicat, les administrateurs doivent, une fois qu'elle est complétée, qu'elle a été adoptée et tout, est-ce qu'ils doivent la remettre à leur courtier en assurance de dommages ou à leur assureur direct? Je pense que ça pourrait être une bonne idée de le faire. Est-ce que c'est obligatoire? Non, il n'y a pas d'obligation à l'heure actuelle là, de le faire. Par contre, ce que j'entends, c'est que de plus en plus, ça risque d'être demandé par les compagnies d'assurance. Au niveau des syndicats de copropriété, en fait, pour les assureurs de syndicats de copropriété, en fait, beaucoup vont demander s'il y en a une. Est-ce que l'unité de référence a été faite? Vous pouvez vous attendre à partir du 13 juin qu'il y a beaucoup d'assureurs en syndicat de copropriété, que ce soit en nouvelle affaire ou en renouvellement, qui vont poser la question clairement. Donc, c'est juste une raison de plus pour le faire. Si vous en manquez après notre 1 heure de présentation, je vous en ajoute une autre. On va le demander. Donc, ensuite, évidemment, vous pouvez l'envoyer à votre parce que dans le fond, nous, normalement, nos documents sont sécurisés, tout ça, on a des façons de garder ça, puis on doit le garder pour un certain temps en plus, pratiquement pour toujours. Donc, c'est une façon de le faire, peut-être de le garder puis s'assurer de ne pas perdre justement ce document-là qui est quand même très précieux. Normalement, le syndicat est supposé avoir un endroit où tous ces documents-là là, sont entreposés, mais je pense que ça ne coûte rien de le faire, puis nous, ça va nous permettre d'alimenter notre dossier. Puis en cas de réclamation, ça va être très proche, puis on pourra l'envoyer à un expert en sinistre. Si vous n'avez pas d'objection, mes chers invités, on pourrait prolonger, déborder de 10 minutes parce que c'est un sujet lourd. On s'excuse, mesdames et messieurs, on n'a pas pu répondre à toutes les questions posées parce qu'il y avait tellement de choses à couvrir. C'est un sujet qui est lourd. Mais je reviens à la confirmation. Avez-vous reçu mon unité de référence? Allô, je suis l'administrateur, là. Je demande à mes copropriétaires de dire « Avez-vous reçu? » Il y a des copropriétés de 100, 200, 300 portes des gratte-ciel, là, où il y a à peu près, je sais pas moi, 50, 75 unités louées. Le propriétaire de l'unité ne vit pas dans l'immeuble, il vit même à l'étranger. On n'arrive pas à le joindre. Qu'est-ce qu'on fait? Daniel, peut-être? Ou... D'accord. On doit s'assurer d'utiliser des moyens de communication qui vont nous donner un accusé-réception. Alors, on s'entend que les copropriétaires qui habitent à l'étranger, on doit le faire par un moyen qui va nous aider à recevoir la confirmation. Ça peut être fait avec les logiciels avec lesquels on travaille en copropriété, nous permettent d'envoyer un document et d'obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture. On sait la date et l'heure à laquelle ça a été envoyé. Il y a des programmes comme MailChimp avec lesquels on peut faire des envois. Il y a différents modes qui sont disponibles. C'est sûr que des unités, des très, très gros projets, c'est presque impossible d'envoyer ça par la poste parce que, comme vous dites, souvent, au centre-ville, on a des immeubles où 50% des copropriétaires sont non-résidents et sur ce 50%-là, il y en a 40% qui habitent à l'étranger. Alors, on ne réussira pas, mais il faut trouver un moyen pour être sûr qu'il y a une accusé-réception. Accusé-réception, c'est ça. Ouais. Il y a une question ici. On dit, dans il y a des gens qui ont adopté donc l'unité de référence par Zoom, donc c'est correct, c'est permis par un arrêté ministériel depuis le 26 avril, donc les gens peuvent convoquer une assemblée générale des copropriétaires, mais Medjelka, il faut rappeler rapidement là qu'il y a des conditions là pour que l'assemblée générale des copropriétaires virtuelle soit valide. Ouais, en fait, Zoom ne répond pas aux conditions de l'arrêté ministériel, là, si on parle d'un vote secret. Alors, il faut être prudent.
D'autant plus que là, actuellement, il y a suspension de toutes les procédures judiciaires, mais dès que la porte va s'ouvrir aux tribunaux, il risque d'y avoir des contestations judiciaires. Donc, d'où l'importance dans votre modèle d'assemblée virtuelle de prendre un modèle qui soit sécuritaire. On en a parlé, M. Sellier, sur le site légal d'AG Connect, là, qui est un site qui, dans le fond, donne une prestation de service sur la chose. Il n'y a pas juste AG Connect, j'en conviens, mais prenez un prestataire qui vous donne les garanties juridiques. Maître Pepneau et moi-même, on en a parlé longuement de cette question-là des assemblées virtuelles. C'est important, d'ailleurs, on le voit à l'écran. L'idée, c'est qu'on veut fermer la porte. La copropriété, c'est un lieu de contestation, une contestation judiciaire. Il faut fermer les portes à ces contestations judiciaires. L'unité de référence, c'est trop important qu'elle fasse l'objet d'un débat qui va durer 2 ans, voire 2 ans et demi devant les tribunaux. Puis on ne saura pas durant cette période-là qui a raison. Donc, fermer des portes, aller de façon la plus sécuritaire possible avec un module d'assemblée virtuelle qui soit sécuritaire. On est 2 grands spécialistes, Pepneau et moi, sur cette question-là. On a attiré l'attention de l'importance. Je ne vous dis pas que juste AG Connect, il y en a d'autres qui offrent des produits, je suis certain, de qualité, mais soyons de façon sécuritaire. On est à la croisée des chemins. On a attendu 25 ans pour cette réforme législative sur la copropriété. La CAQ, le gouvernement qui est au pouvoir, le Parti libéral en matière d'assurance, ont pris l'engagement de réformer, de mettre à niveau notre droit de la côté. Bien, il faut suivre. On ne peut pas dire, ben ça ne nous regarde pas, c'est trop compliqué, on est contre. On doit embarquer maintenant dans le processus pour faire en sorte qu'une communauté québécoise vive le mieux possible. Alors, je rappelle à nos auditeurs que sur le site condolégal.com, sur la page d'accueil, toutes les fiches pratiques qui traitent d'assurance en copropriété ont été mises à jour. Il y a l'assurance du syndicat, l'assurance administrateur, assurance des officiers d'assemblée, assurance du gestionnaire, assurance du gérant et j'en passe. Elles sont toutes là. Vous pouvez les consulter, les lire. Et en terminant, Vincent, comment vous appréhendez ça, là, l'après 13 juin 2020? Très occupé. En fait, je pense que les gestionnaires, je pense que Mme McPherson en parlait, là, il y a un rush. Clairement, il y a un rush pour compléter ça pour tout le monde. C'est sûr que avec anticipation, disons, pour vous, j'ai hâte de voir, on espère que le plus de syndicats possible vont le faire, tout ça, puis que ça va passer sans qu'il y ait trop de problèmes. Parce que dans les prochaines années, par la force des choses, je pense que ça va être demandé par les assureurs, les gestionnaires, les notaires, les agents d'immeubles. La plupart des syndicats de copropriété vont se conformer, puis vont l'avoir, puis ça va être réglé, puis ça va être derrière nous. Je pense qu'au final, on va avoir une situation qui va être mieux que ce qu'on avait avant. On a une transition à faire, puis dans cette période de transition-là, je pense que les administrateurs doivent être vigilants et faire attention pour s'assurer qu'ils posent les bons gestes, qu'ils se font aider. Je pense que M. Jolicoeur le souligne à maintes reprises, c'est important de se faire aider par des professionnels à tout égard, soit des gestionnaires, des consultants, des avocats, des courtiers d'assurance, qui connaissent la copropriété, connaissent la réalité, qui vont pouvoir les aiguiller pendant cette période de transition-là. Oui. Alors, on s'excuse encore une fois, mais si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, le sujet était assez lourd. Il fallait vraiment tâcher de bien couvrir. M. Jolicoeur, vous vouliez ajouter quelque chose? En fait, en conclusion de notre intervention, l'objectif, c'est que d'ici le 13 juin, on fasse le travail qui nous est demandé par Québec, par le gouvernement du Québec. Et si jamais, pour des raisons hors du contrôle des administrateurs, on dépasse la date du 13 juin, c'est pas partie finie, là. Il faut absolument continuer l'effort de guerre. Il faut les faire les unités de référence. Notre interprétation, c'est qu'en tant qu'il n'y aura pas de sinistre, même si, un exemple, je fais l'unité de référence le 15 juin, ben, je ne suis pas mis à l'amende, je n'irai pas en prison, il ne se passera rien, mais il faut le faire avant le prochain sinistre. Alors, évidemment, si quelqu'un dans une copropriété a une boule de cristal et qu'il sait exactement que c'est le 27 août que le chauffe-eau de Mme Lapointe va éclater, ben, il pourra le faire le 16 août sur l'unité de référence. Hey, écoutez, il faut répondre à 2 autres questions de nos auditeurs. Là. Ça n'a pas de sens. Je vais répondre ceux qui concernent l'assurance. J'ai commencé. Là, je vais répondre parce qu'il y a quand même une trentaine de questions. Là. Oui. Sur l'assurance, je vais les répondre en ligne tantôt. Là. Oui, c'est ça. Alors, Vincent Godot va pouvoir répondre avec grand plaisir à vos questions, mesdames, messieurs. Juste 1 ou 2 peut-être, Vincent, en direct là, maintenant. Là. Nous avons fait évaluer notre immeuble il y a 2 ans.
avant l'évaluation, les condos étaient évalués à 167 000 et après l'évaluation à 9, la valeur de reconstruction est de 188 500. Est-ce que l'assurance de l'immeuble doit être selon la valeur à 9? Oui, la réponse c'est oui. Mais peut-être nous expliquer, Vincent, grosso modo, qu'est-ce que c'est la valeur de reconstruction pour que les gens comprennent bien. Ben, en fait, c'est le montant d'assurance que ça va faire, le montant d'argent que ça va prendre pour rebâtir l'immeuble à 9, essentiellement. Donc, en prenant en considération l'unité de référence, c'est-à-dire on prend l'immeuble à son équivalent d'état original, évidemment, quand il a été construit à l'origine. C'est ça. Donc, c'est le montant que ça prend pour reconstruire votre immeuble. De là, l'importance d'avoir un montant qui va être adéquat parce que sinon, l'assureur ne sera pas en mesure de reconstruire votre immeuble en cas de réclamation importante. Alors, outre les questions auxquelles Vincent Gaudreault répondra avec diligence, n'est-ce pas, Vincent? Merci beaucoup. Bien, il y a beaucoup de questions aussi sur l'unité de référence en tant que telle. Là. Ça, oui. c'est pas nécessairement ma spécialité. Bien, on pourra, nous aussi... On va s'en occuper. Hein? On va s'en occuper. On va répondre aux questions, justement, des gens par l'entremise de Maître Jolicoeur. Je refilerai les questions à Maître Jolicoeur qui y répondra, puis je vous les transmettrai par Facebook. C'est tout. Il est 20h11. On a dépassé de 11 minutes, mais on n'avait pas le choix. Il fallait. Merci beaucoup, Maître Jolicoeur, avocat émérite en droit de la propriété, d'avoir été là. Daniel McPherson, gestionnaire de copropriété chez Gestia, merci beaucoup. Et Vincent Gaudreault, courtier en assurance de dommages chez Gaudreault et Gaudreault et Associés, pardon. Donc, merci encore, puis on va se revoir de toute façon parce qu'il y a d'autres émissions à faire, puis vous allez être encore là. Merci infiniment, on se reparle bientôt. Merci beaucoup, bonsoir. Merci, Cécile, merci.